Vous l'aurez compris, j'essaye toujours de remonter à nos origines spirituelles, celles qui nous montrent réellement ce que nous sommes tous et quel chemin prendre. Je me suis donc posé la question, à l'origine, sommes-nous capitalistes ou communistes? Je ne parle pas des goulags, mais du vrai communisme, celui qui consiste à mettre en commun nos forces et nos faiblesses, celui que la pensée du Christ nous a enseigné. Pour certains, le capitalisme en tant que modalité d'échange entre les hommes a toujours existé sous une forme ou sous une autre. Sa forme primitive, avant l'apparition de l'argent, vers 600 ans avant Jésus-Christ, aurait alors été le troc. Je t'échange mon poisson contre ton poulet. Autrement dit, il serait dans la nature de l'homme de marchander, de compter, voire de spéculer sur l'avenir, d'être capitaliste. Mais si nous remontons à la période préhistorique durant laquelle nous pratiquions ce fameux rituel funéraire, nous pouvons, selon moi, affirmer que l'homme était alors naturellement communiste et solidaire par la mise en commun des richesses offertes par la nature. La dynamique égoïste d'appropriation n'existait pas. Du reste, ce n'était pas nécessaire, il y avait profusion de richesses pour une population de petite taille. Mais une population organisée et très socialisée dans le respect d'une codification morale fondée sur l'application des valeurs universelles, comme l'hospitalité et le partage par exemple. La dynamique économique reposait sur deux règles principales, la réciprocité et la redistribution. La réciprocité qualitative, au sens du don sincère, partagé et solidaire, n'a rien à voir avec l'idée du troc utilitariste quantitatif. La redistribution revenait au chef de clan qui emmagasinait les ressources pour le compte de la communauté. La notion de travail rémunéré n'existait pas, les tâches quotidiennes étaient partagées en fonction des compétences de chacune et chacun. La bienveillance et le sens du sacré face à la vie et à la mort l'emportaient sur toute autre considération matérielle. Nous étions mieux civilisés, nous vivions avec nos frères du genre homo dans une sorte de proto-démocratie directe. Nous faisions même des enfants ensemble avec nos cousins néandertaliens en Europe et dénisoviens en Asie. Selon Karl Polanyi, déjà cité, dans une telle communauté, donc primitive, l'idée de profit est exclue. Il est malvenu de chicaner et de marchander. Le don gratuit est loué comme vertu. La proportion supposée au troc, au paiement en nature et à l'échange ne se manifeste pas. En fait, le système économique est une simple fonction de l'organisation sociale. Fin de citation. Et citons à nouveau l'anthropologue David Graeber. À l'origine, les êtres humains vivaient dans un état de nature où tout était détenu en commun. C'est là où il faut y revenir. C'était la guerre qui avait commencé à diviser le monde et le droit des gens qui en avait résulté, les usages communs à l'humanité qui régissent les questions comme la conquête, l'esclavage, les traités, les frontières, avaient été le premier responsable des inégalités de propriété aussi. Fin de citation. Puis, suite à la chute néolithique, il y a 5000 ans environ, nous sommes devenus de plus en plus matérialistes. Nous avons commencé à donner une valeur quantitative à la rareté. Une nouvelle classe sociale est née, les propriétaires dominants, par la force et aidés par une habile organisation religieuse temporelle. Ils se sont alors accaparés les richesses et les ressources de la nature, oubliant ainsi leur versant spirituel. Pour résumer, l'esprit communiste, version spirituelle, nous habitait et depuis le renversement psychoculturel de la chute néolithique, nous sommes devenus insidieusement capitalistes. Nous sommes passés d'une relation qualitative, empreinte des valeurs universelles altruistes, à une relation quantitative de nature égoïste. Le capitalisme, né par égoïsme, celui des nouveaux propriétaires dominants,
n'est donc pas naturel, contrairement au communisme, au sens de mise en commun. Quand un chasseur revenait avec du gibier, il n'allait pas le vendre au marché pour s'enrichir, il le partageait fraternellement avec les membres de sa communauté. Chacun contribue ainsi au bien-être de la collectivité. C'est cet esprit qu'il faudra retrouver pour sortir de ce nihilisme social et économique. Le nihilisme est une société sans valeur morale qui pratique une économie sauvage. Bref, vous l'aurez compris, le capitalisme dépouillé de ses oripeaux, notamment la spéculation, pourrait former une base de réflexion dans un monde où le communisme a été défiguré, massacré par le soviétisme. J'ai cherché une autre représentation sociale, car le capitalisme anglo-saxon s'avère également, certes moins visiblement, une honte humaine. Pensons à Adam Smith, le premier théoricien du capitalisme. Il avait tout simplement oublié que la richesse des nations provenait de la traite négrière. Comme le dit si bien Gaël Giraud, notre professeur d'économie n'avait pas vu que sa main invisible était noire. Fondé sur la loi naturelle de coopération, j'ai donc opté pour le capitalisme coopératif, dans la mesure où le concept d'investissement me semble nécessaire, dès lors qu'il n'est plus confondu avec spéculation. Dans les études précédentes, nous avons suffisamment démontré les mécanismes pervers du capitalisme financier. Passons à sa reconstruction. Ce capitalisme coopératif reposera sur 3 idées maîtresses. Premièrement, reconstruire un État protecteur, donc sur le plan social, et stratège, investissement dans les biens communs avec l'argent magique. Comme l'ont fait avant nous le Conseil national de la résistance, le CNR, avec le gouvernement provisoire de la République française, dirigé à l'époque par le général de Gaulle, depuis août 1944. En une seule année, la France, alors totalement appauvrie, s'est dotée de toutes les institutions sociales de solidarité, celles détricotées depuis le néolibéralisme des années 1970-80. Autrement dit, nos aïeux nous ont montré ce qu'un peuple était capable de faire quand une grande majorité regardait dans la même direction, celle de vivre ensemble, dans la paix, le partage, la solidarité et sans discrimination, sans racisme. Alors pourquoi ne serions-nous pas capables de suivre leur exemple en instaurant, cette fois-ci, une démocratie directe pour toutes les raisons liées à notre nature spirituelle, politique et économique que j'ai tenté de montrer. Deuxièmement, limiter les excès de la propriété privée et la spéculation de façon mesurée et cohérente. La limitation de la propriété privée réduira les inégalités et l'abolition de la spéculation outrée permettra d'investir massivement dans l'avenir écologique et climatique et ainsi favorisera naturellement la création d'emplois. Sans oublier qu'en moins de 20 ans, notre monde va subir une totale métamorphose grâce ou à cause de l'intelligence artificielle. À ce jour, personne n'est capable d'en comprendre les conséquences concrètes et pratiques. De 2 choses l'une, soit les peuples subiront un pouvoir autoritaire, néofascisant, soit nous aurons eu le courage et la clairvoyance d'instaurer entre-temps un pouvoir en commun. En un mot, l'IA va nous y pousser. Troisièmement, rendre au travail toute sa dignité et se rappeler qu'un employé, quel que soit son niveau de compétence, rend avant toute chose un service à son pays. Le dernier de corvée n'est pas une marchandise. Il faudra donc partager les fruits du travail, car la terre n'est à personne, nous disait Rousseau. Notez en passant que la notion de valeur travail est une expression dangereuse, car elle sous-entend la présence de paresseux, donc dont l'unique but serait de vivre au crochet de la solidarité nationale. Le travail est un moyen et non une fin, permettant d'investir les valeurs universelles, dont celle de servir.
Opposer le travail à la paresse n'a de sens que dans un souci éducatif durant l'adolescence. Le faire en politique revient à infantiliser les peuples et ne sert qu'à monter les employés contre les chômeurs. Il y a la France qui bosse et celle qui casse, ou dans une gare il y a des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Sont des slogans complètement, non seulement indignes, mais surtout totalement obsolètes. La vraie question, pas l'après-demain, est de bâtir une société où le travail, tel qu'aujourd'hui, va disparaître. Donc comment allons-nous répartir les richesses de telle sorte que chacun puisse vivre dans la dignité, tout en opérant une croissance spirituelle dans la décroissance matérielle? De ce point de vue, nos politiques sont totalement arriérées. Il faut vraiment les changer. Selon l'économiste David Kaila, le PIB est un indice pertinent s'il est bien compris. Mais il a un gros défaut. Il ne comptabilise que ce qui est monétisable en biens et en services matériels. Toutes les formes de croissance immatérielle ou spirituelle, comme le bénévolat, immense dans une économie, l'harmonie, la paix sociale, les différents types de solidarité, ou encore les diverses cultures spirituelles enseignant la méditation et le bien-être, devront, elles aussi, avoir un indice représentatif. Je propose le PIBS, produit immatériel brut spirituel. J'imagine que le rapport entre ces deux indices, matériel et immatériel, devrait dire quelque chose sur l'évolution de nos sociétés. La croissance spirituelle, le PIBS, dans la décroissance matérielle, le PIB. Par exemple, voici 10 propositions concrètes. Premièrement, supprimer tous les besoins inutiles et travailler sur la sobriété heureuse. Supprimer tous les besoins inutiles. Deuxièmement, supprimer les gaspillages tant publics que privés. Au PIF, le gaspillage représente au moins 20% du PIB, donc de la richesse nationale d'une année. Troisièmement, transformer la malveillance en bienveillance dans les relations administration-administrée. Quatrièmement, rétablir une justice réelle, bienveillante et rapide dans les tribunaux. Cinquièmement, refondre toute la fiscalité de manière juste et équitable, suivant une progressivité intelligente. Sixièmement, supprimer la corruption et la fraude de manière drastique. Et ça, c'est possible. Septièmement, partager équitablement les fruits du travail. Et nous verrons dans le prochain podcast les 3 piliers altruistes. Huitièmement, renouer avec l'excellence en matière d'éducation. Former et réformer en vue de reformer une élite responsable, compétente et bienveillante. Neuvièmement, insuffler une croissance éthique, esthétique et poétique au sens d'Aurélien Barraud, notamment dans l'hypothèse K. Bref, une sagesse spirituelle dans tous les domaines de la vie humaine. Et enfin, dixièmement, retrouver une relation harmonieuse et spirituelle avec la vie et la nature. Ce ne sont naturellement que des pistes de réflexion. Mais nous savons qu'il existe un nombre considérable de femmes et d'hommes de cœur, compétents dans tous les domaines et donc capables de nous faire croître dans la décroissance. Ainsi, nous diminuerons notre PIB pour un meilleur PIBS et en retour, nous améliorerons notre pouvoir d'achat utile tout en vivant confortablement avec sagesse. Ceci ne se fera pas sans sacrifice considérable et grâce à notre transcendance innée, on peut y arriver. Et ces sacrifices considérables devront être consentis par tous les humains, riches et pauvres. Mais soit nous les accepterons de gré, soit nous les subirons de force. Et vous l'aurez compris, pour que cette nouvelle politique soit, il faudra bien évidemment remettre le pouvoir souverain au cœur des peuples. Je propose également de construire des arches de vie sur toute la planète. C'est une priorité
sauver le vivant et les vivants. D'un point de vue spirituel, nous devrions le faire par compassion et fraternité pour nos humains. Bien que, face aux énormes sacrifices que nous allons devoir faire, la compassion ne soit malheureusement pas suffisante. Mais il existe une autre raison spirituelle, un lien vital entre la vie des animaux et la nôtre. Sans cela, la vie unique qui s'incarne en vies multiples, dont les nôtres, reprendra ses droits contre les humains. La vie humaine ne peut subsister sans la biodiversité. Que cela soit bien clair, ce lien vital spirituel est à la fois esthétique, éthique et énergétique. Si la beauté naturelle de la planète disparaît, si notre action immorale se poursuit, et si nous ne rééquilibrons pas les cycles énergétiques positifs entre tous les vivants, le peu d'humains qui survivront vivront un enfer sur Terre jusqu'à ce qu'ils décident enfin de respecter la vie. Là encore, on n'a pas le choix. Ces arches de vie ne sont pas des réserves animalières comme aujourd'hui. Je vous renvoie par exemple à l'homme au lion, dont son lion lui saute dessus pour lui faire des câlins. Je vous parle d'amour. Il existe un certain nombre, certes pas assez, d'êtres humains qui établissent un authentique lien d'amour avec des animaux sauvages. Et il existe d'autres exemples. Enfin, s'agissant des besoins inutiles, la liste est longue et devra être âprement débattue avant d'être validée. Elle sera d'ailleurs vouée à évoluer obligatoirement. Là encore, les sacrifices seront énormes et devront nécessairement s'appuyer sur une véritable souveraineté populaire, sans quoi rien ne se fera. Nous devons décroître en besoins inutiles pour mieux croître en valeurs universelles, en réel bien-être altruiste, en confort sans déchets non recyclables, etc. Citons 3 exemples de besoins inutiles. Le luxe, pour lequel déjà Montesquieu disait qu'il était antidémocratique. La publicité. Et sans doute revisiter la question des jeux vidéo. La moitié de l'humanité y joue. Évidemment, c'est pas de ma génération, mais ça me semblait excessif, peut-être même addictif. Bon, dans mon livre, je donne des chiffres, des quantités réellement importantes. Mais ce n'est qu'un avis. Ceux-ci sont des biens immatériels, mais il y a aussi de nombreux biens matériels dont la nécessité devra être discutée. Ces exemples montrent l'ampleur du sacrifice qui nous attend. Si nous additionnons les montants relatifs juste à ces 3 exemples, nous obtenons grossièrement 1000 milliards par an. C'est-à-dire sensiblement le PIB mondial en 1960, qui était de 1390 milliards. Le PIB mondial. Tandis qu'en 2021, le PIB mondial s'élevait à 96 000 milliards. Environ 9 fois plus en 60 ans. Donc 9 fois moins de ressources mondiales et 9 fois plus de dioxyde de carbone. Quel gouvernement prendrait de telles décisions? Seuls les peuples en seront capables. Doit-on investir dans la biodiversité, l'écologie et la lutte pour le climat, plutôt que dans les besoins inutiles comme le luxe, la pub et les jeux? Telle est la question fondamentale qui devra être posée. Autrement dit, nous allons devoir choisir entre souffrance et souffrance. D'un côté, la décroissance des biens et des services inutiles engendrera une certaine forme de souffrance, un manque. De l'autre, laisser le monde ainsi aller à sa perte produira un autre type de souffrance, climatique, économique, pandémique, guerre civile, lors de déplacements de population par millions, et j'en oublie. Je suis un 68ard, un papy boomer de 72 ans. Et je ne peux m'empêcher de constater nos vies passées, heureuses du point de vue économique, face à celles sans espoir de nos enfants et des générations futures. Dans notre inconscience politique et économique, nous avons achevé le monde de demain vers sa destruction pratiquement inévitable.
Si je vous propose ces travaux, sans doute trop fastidieux, c'est dans un ultime espoir d'être écouté. Sans doute aussi par une sorte de culpabilité collective. Qu'avons-nous fait du monde d'après-guerre que nous avons reçu? J'ai moi-même reçu la foi il y a une quarantaine d'années, je vous l'ai raconté. Sans doute pour vous parler et vous écrire aujourd'hui. J'étais un cancre, alors je nécessite votre indulgence que j'espère aussi quand je monterai au ciel éternel, car il n'y a vraiment pas de quoi être fier du monde que nous laissons. Que pouvez-vous faire demain? Ouvrir des antennes politiques au cœur des peuples dans chaque département en vue d'enseigner et diffuser. Afin qu'un jour prochain, les Français instaurent, sans violence, la démocratie directe, spirituelle, laïque. Ceci dit, je vous propose d'aborder les 3 piliers altruistes pour une vraie démocratie. Encore une fois, pardon pour mes bafouillages et très très grand merci pour votre patience. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est merveilleux.